vous, en tant qu'ancien président de la SNCF, c'était pas gagné si lui s'occupait des transports. Ben, c'est-à-dire que pour ces braves gens, tout est question de fric. C'est-à-dire que si on met du fric, tout va bien. Et si jamais on vous pique le fric et qu'on met dans les endroits où il y a manque du fric, tout va bien. Donc ils ne pensent qu'à l'argent. Et puis si jamais dans l'industrie, on vous dit bah, l'industrie ne marche pas, bah, c'est simple, il faut que vous demandiez des subventions. Alors vous avez beau être dématérialisé, vous faites 400 kilos de papier, puis à la fin vous avez une subvention, vous remerciez, vous baisez la babouche et tout va bien. C'est pas ça le sujet. Si le sujet par exemple, du retard de la SNCF, c'est pas un sujet de fric. C'est un sujet de motivation. J'étais avant-hier, dans le train Brest-Paris, et ce train Brest-Paris, de temps en temps, s'arrête à Laval. Bon, il se trouve que le type qui avait la main sur l'arrivée du train à Laval avait la main visiblement non compétente. Mais il n'était pas motivé non plus. Donc on a attendu une demi-heure que le train puisse arriver jusqu'au quai à Laval. Mais c'est une erreur d'aiguillage, point final. Une erreur d'aiguillage par quelqu'un qui n'était pas motivé et qui ne savait pas ce que c'était qu'un aiguillage. Et ça, la motivation, c'est quelque chose d'important dans une maison. Et ça, la motivation, ça s'acquiert comment? En ayant un peu de charisme pour dire, voilà, les petits gars, on va faire marcher le train parce qu'on y croit. Qui croit au fait que le train marche aujourd'hui dans dans les locomotives et dans les voitures? À l'aller, mon chauffeur, il avait 20 minutes de retard. Bon, donc le train n'est pas parti. Vous voyez, la motivation, ça compte. C'est ça l'essentiel de la vie. Bon, et là, vous avez compris qu'on n'a parlé que de fric ce matin. Eh ben, je suis pas d'accord. Voilà, on taxe, puis on dit, vous inquiétez pas, les taxes, elles iront là où il faut. Là où il faut où? Pour faire quoi? Non, tout ça ne va pas. Hein, donc cette ambiance générale où on met de l'argent, on donne des subventions, on va chercher l'argent, on met l'argent, et où tout va bien parce qu'on a mis l'argent, tout ça ne va pas. C'est nécessaire. Mais il y a autre chose dans la vie. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et voilà, excusez-moi, je digresse. Mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que tout n'est pas une affaire d'argent. Oui, on a besoin d'argent, mais ça ne suffit pas. Alors on va parler d'argent justement, en parlant d'énergie. Je vais vous poser une question très simple pour commencer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de l'énergie? C'est un débat, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qui est devenu un débat prégnant. Qu'est-ce qui se passe? On a des débats hors sol de gens qui ne prennent pas de décision et aiment parler. Et donc aujourd'hui, ils ont encore reparlé et ils ont dit j'ai la solution pour 2026. Bon, alors, prenons le problème par le grand bout de la lorgnette, pas par le petit bout. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est des sources d'énergie qui contiennent de l'énergie, des fossiles, de l'uranium, du vent, du soleil, des ordures ménagères, de la géothermie, ça c'est des sources. Bon. Et puis, il y a des vecteurs d'énergie, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en soi, le fait d'avoir une source d'énergie ne conduit pas forcément le vecteur. Et un des vecteurs les plus intéressants et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un micro, d'avoir de la lumière, c'est l'électricité. L'électricité, Edison, à un moment, qui dit finalement, si jamais je mets le vide dans un truc, si jamais l'électricité, ça va. Quelle est l'électricité? Quelle est la caractéristique essentielle? L'électricité, la caractéristique essentielle, c'est que des électrons en mouvement. Des électrons en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le mouvement des électrons qui produit quelque chose. Qui produit la lumière, qui produit que ça tourne, qui produit des choses. Est-ce que l'électron se stocke comme les autres sources d'énergie? Non, puisque c'est un vecteur, c'est pas une source. Par conséquent, l'électron ne se stocke pas. Donc vous ne pouvez pas dire, voilà, vous produisez de l'énergie et je le mets dans ma poche, l'électron, et puis vous l'aurez quand vous aurez envie. Non, ça ne marche pas. Donc ça, ce qui est possible, c'est, sur la source, c'est le charbon. On met des réservoirs de charbon, des réservoirs de gaz, des réservoirs de pétrole, des réservoirs de gazole, des réservoirs... Tout ça, c'est possible parce que c'est stockable. Et vous avez, issu du stock, vous avez à peu près la même chose que ce que vous avez mis. L'électron, ce n'est jamais ça. Jamais. Ça ne se stocke pas.
Vous ne pouvez pas mettre dans votre poche des électrons et les sortir au bon moment. Donc vous avez à changer d'état, faire un produit qui va faire semblant de stocker des électrons, et ensuite ce produit va restituer des électrons en se transformant. Et ça, quand on fait ça, ça s'appelle un rendement. Et le rendement sur la planète Terre, c'est ce que j'avais expliqué à M. Hulot, le rendement, ça existe. Donc, vous ne pouvez pas modifier le rendement. Et les rendements successifs, quand vous changez d'état, se multiplient. Donc, supposons que vous ayez envie d'avoir une voiture, vous avez de la gasoline, cette gasoline va être transformée et va vous mettre votre véhicule en mouvement. Quel est le rendement de cette transformation? Cet rendement de cette transformation, au maximum, est de 40%. Donc vous perdez 60% de ce que vous avez mis pour faire que votre voiture avance. Si jamais vous faites 2 transformations, comme un stockage de batterie, 40 que multiplie 40 égale 16. Vous avez 16% à la sortie. Dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, les batteries, le rendement, c'est de l'ordre de 3%. Donc vous multipliez 3 par 3, ça fait 0,9, et ainsi de suite. Donc, effectivement, vous n'avez pas de bonne solution pour stocker l'énergie électrique. Donc, vous vous trouvez dans la situation avec l'énergie électrique où la consommation doit être à tout moment égale à la production et la production à la consommation. Vous ne pouvez pas stocker. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'on essaie de trouver une solution pour les entreprises et pour les consommateurs que nous sommes pour avoir l'énergie la plus continue possible dans cette caractéristique qu'à chaque fois que je produis, je consomme, et qu'à chaque fois que je veux consommer, il faut produire. Et c'est ce qui condamne les énergies intermittentes, c'est-à-dire les énergies où vous produisez quand il y a du soleil, vous produisez quand il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, vous ne produisez pas. Et si vous n'avez pas de consommateur au moment où vous produisez, ça ne sert à rien et l'énergie est perdue. Donc vous avez intrinsèquement un problème énergétique auquel nous sommes confrontés, qui est que vous avez des fossiles, vous avez des énergies alternatives, et puis vous avez enfin des énergies intermittentes qui sont le soleil et le vent, contrairement à une autre qui n'est pas intermittente et qui est renouvelable, qui est l'eau, puisque l'eau, vous arrivez soit à ce que vous ayez un flux continu, et c'est les petites turbines en continu sur les fleuves, soit vous faites un barrage, et quand vous avez envie d'une importante énergie à un moment donné, vous pouvez commander l'énergie en rabaissant le tuyau et en faisant que l'énergie fonctionne. Bon. Donc tout le débat sur ce qui se passe sur l'énergie dépend de cette confusion sur les énergies intermittentes et les énergies qui ne le sont pas. Et il s'est trouvé que nous avons eu des divergences fondamentales au sein de l'Europe, comme au sein du monde, sur est-ce qu'on doit faire une énergie abondante, bon marché et souveraine, ou est-ce qu'on est dans une situation où on peut se permettre d'avoir une énergie qui n'est ni abondante, ni bon marché, ni souveraine. C'est ça le débat qui a eu lieu il y a très longtemps. Et ce débat a conduit à ce que le seul traité européen qui existe sur l'énergie, c'est le traité Euratom, qui dit que nous devons tous favoriser l'énergie atomique. Ce traité est un traité où les Allemands, les Italiens, tout le monde a signé, et on l'a oublié. Et par contre, on a fait ensuite des accords qui n'ont pas des traités, qui sont des accords conjoncturels. Et un de ces accords conjoncturels, c'est le marché de l'électricité. On s'est dit, on va créer un marché de l'électricité. Pourquoi créer un marché de l'électricité? Parce que comme ça, on protégera le consommateur. Ah, parce que le marché protège le consommateur. École de Chicago, école Chicago Boys, etc. On protège le consommateur grâce au marché. Ah bon? Très bien, ça se saurait.
Bon, et donc, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque en protégeant le consommateur, les uns ont voulu faire du nucléaire, les autres ont voulu faire des énergies renouvelables, les uns ont voulu faire du gaz, les autres ont voulu faire autre chose, et on s'est trouvé là-dedans. Et on s'est retrouvé dans un marché d'électricité qui est dit au marginal. Qu'est-ce que c'est que le marginal? C'est le dernier qui fonctionne. Le dernier qui fonctionne, c'est celui qui indique le prix au moment déterminé. Bien. Alors, lorsque grossièrement les prix étaient d'une certaine égalité, c'était pas très grave. On ne regardait pas. Et puis, non pas au moment de la guerre en Ukraine, mais lors de l'année précédente, on a commencé à voir le prix du gaz monter. Ce n'est pas l'Ukraine qui a fait monter le prix du gaz. On a vu le prix du gaz monter. Et là, on a dit, attention, tous les énergéticiens ont dit au gouvernement, attention, là, on rentre dans une zone dangereuse puisque on est en train de partir dans une situation où on ne pourra plus rien maîtriser. Pof, la guerre en Ukraine arrive. On dit à ce moment-là, attention, si vous faites des sanctions sur le gaz sibérien qui arrive en Allemagne, qui arrive en Autriche, qui arrive un peu partout en Europe, vous allez avoir des problèmes. Ça ne fait rien, nous allons mettre à bas l'économie russe. Très bien. Bon, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, mettre à bas l'économie russe sur le gaz aujourd'hui? Oui, on sait, parce qu'on est très fort. Très bien. Alors vous êtes très fort, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé à un gaz qui était qui conduisait à de l'ordre de 40 € le mégawatt-heure, à un moment à 1000 € le mégawatt-heure. On dit il y a un problème. Aussitôt, les Espagnols et les Portugais ont dit bon, on a compris ce que dit M. Le Floch-Prigent, il faut peut-être qu'on parte. Bon, alors ils sont partis à la commission de Bruxelles, ils ont dit est-ce qu'on peut partir? On a dit il n'y a pas de problème. Dans l'accord en question, il est marqué qu'en cas de période compliquée, on peut sortir du marché. Ils sont sortis du marché. Voilà. Et donc j'ai indiqué à l'époque qu'il fallait nous aussi qu'on sorte du marché. Ça fait maintenant 2 ans que je dis qu'il faut sortir du marché. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il suffit de dire, vous et moi, on est président de la République et Premier ministre, est-ce que vous pouvez signer un papier disant je sors de l'accord? Ce n'est pas un traité. Le seul traité qui existe, c'est le traité Euratom. Et on ne l'a pas fait. Et on est depuis dans les difficultés. Alors depuis, on court après ça, on court après. On dit, je vais réformer le marché de l'électricité. Je vais réformer le marché de l'électricité et vous allez voir, ça va aller. En quoi peut-on réformer un marché qui est un marché artificiel, qui ne fonctionne pas structurellement? Parce que ça n'a pas de sens d'essayer de mettre sous la même bannière des gens qui sont avec des moulins à vent et du solaire et des gens qui font le nucléaire. Nous sommes avec du nucléaire. Nous n'avons pas besoin de moulins à vent. Nous n'avons pas besoin. Mais on peut en mettre si on veut, parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens, on en met. Voilà. Mais on n'en a pas besoin. On a, avec l'hydraulique et le nucléaire, on est à 85% des besoins électriques, nous. Bon. Mais ensuite, on peut acheter à 1000 € le mégawattheure si jamais vraiment on a des besoins, puisqu'on a foutu en l'air toutes nos centrales à fioul et les centrales à charbon. Donc on peut effectivement aller acheter de l'électricité de charbon et de l'électricité à gaz aux Allemands. Mais on n'en a pas besoin, nous. Sauf les pics de consommation pendant 15 jours ou 3 semaines, ce qui ne va pas augmenter de façon importante. Donc je dis depuis le départ, c'est simple, vous avez un coût de l'électricité en France qui n'a pas varié avec le prix du gaz et qui n'a pas varié avec le problème de la guerre en Ukraine. Il n'a pas varié. Il est aux alentours de 50 € le mégawattheure. Ce coût doit se répercuter dans le prix que vous payez. Il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que lorsque Leclerc a eu des problèmes avec le prix du lait, on lui a dit, écoutez, pourquoi le prix du lait est si fort alors que le coût est faible? Et il a dû expliquer comment il passait du coût au prix. Je demande depuis 1 an et demi, maintenant presque 2 ans, comment on passe du coût au prix. Et donc, on passe du coût au prix, c'est-à-dire que moi, dans mes entreprises, parce que je suis industriel, je paie actuellement sur ces entreprises, je paie 350 € le mégawattheure. Donc, il est produit à 50 € le mégawattheure. Donc, quelqu'un se met dans les poches 300 €
de ce que je paye. Je demande une chose au gouvernement, qui se met ces 300 € dans la poche. C'est tout ce que je demande. Dites-moi qui. Alors j'ai des idées, mais je dis simplement, dites-moi qui. Voilà. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, la seule manière de faire est de quitter le marché de l'électricité qui n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas de sens? Parce que quand il y a marché, en principe, il y a l'offre et demande, et vous avez des gens qui ne sont pas dans l'offre et demande, qui sont les gens du solaire et du nucléaire et de l'éolien, et qui ont un tarif garanti sur l'électricité sortant de l'eau éolienne et du temps. Donc il n'existe pas aujourd'hui de marché de l'électricité européen. Donc ce n'est pas la peine de me raconter qu'on va modifier, qu'on va réglementer, etc. Il n'y a pas de marché. Bon. Alors maintenant, sur ce qui vient d'être dit, par les ministres, c'est simple. On dit, ils vont faire des centrales nucléaires, par conséquent EDF doit avoir de l'argent, donc on doit lui garantir 70 € le mégawattheure. Donc je pourrais dire, voilà, ils ont compris, et moi je vais payer non pas 350 € le mégawattheure, mais 70. C'est ça que je comprends en lisant les pages saumon du Figaro ou la page des Échos. Pas du tout. Pas du tout, parce que d'un côté, si jamais on est au-delà de 110, on va... Si vous êtes au-delà de 110, pourquoi? Si jamais c'est 70, c'est pas 110. Donc il y a bien, on est bien dans la rentabilité garantie pour EDF à un certain coût. Et par ailleurs, des gens qui se mettent de l'argent dans les poches entre 70 et 110. C'est bien ça que vous nous dites. Oui, c'est bien ça qu'on vous dit. Très bien, parfait. Bon, est-ce qu'on pourrait réduire ces gens qui se mettent 40 € par mégawattheure dans la poche? On me dit, de quoi vous parlez? Ben, je dis, je parle de ce que vous êtes en train de me dire. Ah ben non, pas du tout, puisque c'est 70. Mais c'est 70. Bon. Et pendant le même temps, vous avez M. Scholz qui dit, écoutez, moi, je subventionne, j'ai le droit de subventionner mes entreprises de manière à ce qu'elles paient au maximum 60 € le mégawattheure. Moi, ça me va. Est-ce que ça veut dire qu'on me demande de déménager en Allemagne? Pourquoi pas? Mais il faut me le dire carrément. Alors pour vous, c'est plus embêtant, les restaurateurs, parce que vous êtes installés en France. Mais moi, finalement, j'ai effectivement des usines en France. Mais si jamais vraiment on me demande gentiment de déménager en Allemagne parce que c'est moins cher, je suis bien obligé d'y aller. Hein, voilà. Donc ceci est complètement fou. Alors ce qui est embêtant, c'est que, on prend les Français pour des idiots en racontant des bêtises, mais deux, ils sont idiots parce qu'ils ne réagissent pas. Ils disent, ah bah oui, c'est 70, je vais payer 70, alors c'est bien. C'est comme ça que la plupart des gens à qui j'ai parlé depuis hier traduisent le document du ministère. Mais c'est faux. C'est pas ça, parce que pendant le même temps, on vous dit, attention, si c'est au-delà de 110, attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais payer 110, 150, 100, 200, 250 un truc qui coûte 70, sous réserve que on considère qu'effectivement, c'est ça le coût. Mais l'ensemble des centrales nucléaires aujourd'hui créées dans le monde, par les Russes, par les Chinois, sous notre licence, et par les Américains, c'est 50 € le mégawattheure, et pas 70 ni 60, 50 € le mégawattheure, et 7 ans pour les construire. Et nous, on vous dit, on va en construire de nouvelles, mais ça va être 15 ans. Donc je veux qu'on m'explique pourquoi ces dérèglements français, et je n'ai pas de la réponse à ces questions. Donc je me mets en colère depuis longtemps, et je continue à me mettre en colère. Je dis, écoutez, alors je suis embêté parce que, effectivement, si la majorité des Français qui lisent le Figaro sont des imbéciles, moi, il se trouve que je ne le suis pas, et je dis, non, ce qui est dit là n'est pas correct, il faut revenir au coût. Voilà. Revenons au coup. Excusez-moi. Non, mais le GHR Île-de-France a fait paraître une tribune il y a 2 semaines, 3 semaines dans les Échos en demandant la sortie de l'Arenh immédiate de la France. Pour être très pratique, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal au moment où ces deux pays sortent de cet accord au niveau des tarifs de l'électricité, du gaz en Espagne et au Portugal? Ils redeviennent maîtres des tarifs aussi bien pour les
les particuliers que pour les entreprises, et ils font le tarif qu'ils veulent. Après, ils compensent de la manière qu'ils veulent, exactement comme le fait le chancelier Scholz, avec de l'argent budgétaire. Ça, on a toujours le droit. Mais disons qu'on a quand même besoin dans un pays, de protéger les particuliers, c'est ce qui était censé être l'existence du marché, et deux, on a le devoir de protéger les entreprises, y compris les restaurateurs. Excusez-moi, quand je prends les entreprises, je leur de tout, parce qu'il y va de la vie de la nation. Donc l'État doit protéger les gens qu'il a sous son autorité. Donc voilà. Et l'Espagne et le Portugal ont fait. Et là, aujourd'hui, eh bien, les entreprises portugaises ne sont pas en état de faillite compulsive comme les entreprises françaises, parce qu'elles ont été protégées par leurs États. Alors, quel que soit, je ne connais pas M. X, M. Y, des États, ils changent, ils varient, etc. L'État a protégé aussi bien les particuliers que les entreprises dans une atmosphère fluctuante. C'est le rôle de l'État. Donc, si jamais l'État n'est pas capable de faire ça, à quoi il sert ? Parce que l'arène, en fait, on parle de marché, ça a été une dérégulation. C'est un faux marché, puisqu'on a essayé de créer un marché artificiel à partir d'un coût préférentiel donné à des gens qui n'étaient pas producteurs, qui n'étaient pas distributeurs et qui n'étaient pas transporteurs. Donc on a créé des parasites. En principe, je prends un autre terme, mais on va dire parasites ou sensu. Hein, je ne vais pas vous embêter avec les termes que j'emploie d'habitude. Et ces parasites ont pris une denrée à terme et ont commencé à jouer à terme sur la capacité de fournir cette denrée au moment où les gens en avaient envie. Et donc, ils ont pris les marchés. Et après, l'EDF s'est retrouvé en ayant vendu à 42 € le mégawattheure une denrée qu'ils n'avaient pas encore produite, à recevoir l'argent de cette denrée qu'ils n'avaient pas produite, puis ensuite, un an après, à la livrer, alors que le marché était très fort, qu'ils avaient fait la bêtise de suivre les directives de l'Agence de sûreté nucléaire, de ne plus avoir d'électricité qu'ils pouvaient produire. Donc ils ont racheté à 1 000 € une denrée qu'ils ont vendue 42. D'où, à un moment, le fait que EDF était en déficit. Mais tout ça, c'est de l'artificiel. Il y a des gens qui perdent. Alors là, l'individu qui a perdu, c'est clairement celui qui a acheté l'électricité chère. Et il y en a deux. Les deux cocus de l'affaire, c'est le français et EDF. Et les autres, je ne sais pas où ils sont, mais il faut aller les chercher. Et je considère que c'est à l'État d'aller les chercher. Parce que j'ai eu cette conversation avec des cabinets ministériels qui m'ont indiqué que c'était à moi de leur dire qui avait pris l'argent. Et j'aurais dit non, c'est votre travail, c'est pas moi. Moi, je sais qui a pris l'argent, mais je vous le dirai pas. C'est à vous de le découvrir, parce que je suis pas flic. J'ai beaucoup de métiers, mais j'ai eu beaucoup de métiers dans la vie, mais pas celui-là. Donc je vous demande pas qui. Je vous pose pas la question, je suis pas ministre, donc je pourrais vous poser la question. Non, mais si vous me posez la question, je vous dirais, il y a forcément l'État, il y a forcément les fournisseurs, ouais. Et il y a forcément les banquiers, parce que les fournisseurs ne peuvent vivre qu'avec les banquiers qui leur prêtent de l'argent. Alors nous, ils ne nous prêtent pas d'argent, mais aux fournisseurs, ils prêtent de l'argent. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant le même temps, les entreprises françaises, depuis quelques mois, depuis que les taux ont monté, quand ils viennent, voilà, je veux investir dans tel ou tel endroit, oh ben non, vous avez non, vous n'êtes pas dans mon tableau. Vous êtes pas. Mais par contre, si vous êtes fournisseur d'électricité, compte tenu de ce que je vous dis sur leur capacité à faire, là, on vous prête de l'argent. Parce que là, il y a la rentabilité. Donc tout ça est absurde. Et cette absurdité, il faut en sortir et il faut exiger qu'on en sorte. Et si jamais j'ai accepté avec joie l'invitation de mon ami Didier à venir ici aujourd'hui avec vous, c'est que je pense que vous êtes aussi une caisse de résonance. Vous avez tous ces braves gens des parlementaires, ils viennent bouffer chez vous, ils n'arrêtent pas de bouffer. Donc ils viennent bouffer chez vous. Dites-leur, c'est pas possible de continuer comme ça. À quoi vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de... Là, vous pouvez également arriver en disant, vous avez commandé un plat important, vous leur servez un petit truc dans l'assiette là. Vous dites, voilà, c'est tout ce que je peux vous donner parce que le reste c'est parti
dans le prix de l'énergie. Ce serait pas mal. Hein, le Bourbon, par exemple, un truc comme ça, c'est rigolo. Moi, ça me plairait, quoi. Appelons un chat un chat. L'annonce qu'a fait Bruno Le Maire hier matin, ici même, en disant « Je reprends les choses en main et vous allez voir ce que vous allez voir ». Vous en pensez quoi? Je pense que c'est bullshit. C'est-à-dire que je pense que, il nous dit en 2026, on reste gratis. Moi, je suis industriel, je suis en 2023 et tout. Alors moi, je crève pas parce que je suis en train de gifler. Moi, j'ai prévu qu'il allait déconner, donc j'ai enlevé les effectifs, j'ai enlevé les machins, etc. Je vais pas crever. Moi, je vais pas crever. Bon, par contre, mes collègues autour de moi, ils me croyaient pas parce qu'ils étaient là en train de dire oui, ça va aller, ça va aller. Bon, en 2023, ils vont crever et ils crèvent la bouche ouverte là pendant les semaines qui viennent. Et puis en 2024, là, ils vont prendre encore une gifle. Bon, ils ont pas prévu parce qu'on leur dit tout va bien. Et en attendant, il y a un mec qui arrive en disant alors on a trouvé la solution en 2026, voilà ce qu'il faut arriver. Attention, vous avez des milliers d'entreprises qui ne verront pas la lumière en 2026. Hein, et il faut passer 2023, 2024, 2025. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On attend quoi? Il faut enlever. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut enlever la rente et puis il faut balayer, il faut enlever le marché. Et puis il faut revenir au coût. Quel est le coût? Donnez-moi le coût. Et puis par rapport au coût, vous me dites, il y a des gens qui prennent de l'argent, très bien. Alors c'est 50 € le mégawattheure. Bon, je vais payer un peu plus. Mais vous avez des gens qui font ça, très bien, qui ont ça. C'est des gens qui ont signé il y a 15 ans ou 10 ans, il y a 10 ans, un contrat cadre avec EDF pour avoir un prix de l'énergie indexé sur le coût. C'est des gens qui font ça. Il y a une 30, 40, 50, 60 très grandes entreprises qui ont fait ça. Ils ont mis un certain nombre de milliards sur la table à EDF et ils ont un contrat sur 25 ans qui court encore pour 15 ans. Et je peux vous dire le prix qu'ils payent actuellement. Ils payent 72,8. Là où je paie 350, ils payent 72,8. Ils n'en ont rien à foutre. Et c'est eux qui, effectivement, au MEDEF, dirigent l'opération en disant mais non, mais de quoi le Floc Prix est en train de parler là? Il était avec nous. Là, non, nous, ça va. Le prix est bon. De quoi il parle? Quand j'ai voulu, puisque je suis adhérent à l'UIMM, dire mais c'est pas possible, je suis adhérent 8 fois, parce que j'ai 8 entreprises, 8 fois à l'UIMM, j'adhère, je cotise, j'adhère. Défendez-nous. Le président de l'UIMM, il dit mais non, tout va bien. Je n'ai rien. Non, tout va bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Oui. Donc il faut revenir à la raison, c'est-à-dire que la majorité des petites et moyennes entreprises, quelles qu'elles soient, industrielles ou pas, est en train de se faire racketter par des gens qui n'ont absolument aucune raison de les racketter. Et on est racketté. Mais si jamais on est encore racketté pendant 2 ans et demi, excusez-moi, on n'existera plus. Il y a énormément de faillites. Alors, je n'ai pas la compétence que vous avez dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, mais moi, j'ai certaines compétences dans le domaine industriel, puisque c'est mon métier depuis 60 ans, et dans l'énergie depuis 60 ans aussi. Et je peux vous dire que le nombre de gens qui crèvent actuellement est extrêmement élevé. Donc il y a bien un problème. Donc il faut, monsieur le maire, madame Grégoire, monsieur X, Y ou Z, confrontez-vous à la réalité. Nous sommes dans un monde extrêmement compliqué où nous ne pouvons survivre que si vous prenez des décisions. Et arrêtez de parler. Arrêtez de parler de 2026. On n'est pas en 2026. On n'est pas à la campagne électorale de 2026. C'est pour 2027. On est là. On est les pieds dans la boue en train de crever parce que vous n'avez pas un prix de l'énergie correspondant au coût. Or, ce coût est resté le même, quelle que soit la guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, il est resté le même. Les centrales nucléaires et l'hydraulique ont le même coût hier qu'aujourd'hui. On parle de... Est-ce que, pour parler un peu d'énergie nucléaire, on va remonter encore un peu en arrière sur un président qui a saccagé le parc nucléaire en disant on va l'arrêter, alors que dans le même temps, on construit des centrales, les Français construisent des centrales nucléaires, par exemple en Finlande, il y a assez peu de temps. On en est où de la rénovation, de la non-rénovation? Le parc nucléaire français aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Alors, le parc nucléaire a été bâti dans les années
70, et puis a continué sur une longue période à être bâti, malgré l'arrêt de la centrale de Plogoff, vous vous souvenez, en Bretagne, à la Pointe du Raz, en 81. Mais le programme, la seule centrale qui n'a pas été créée, celle de Plogoff, elle était malvenue, était mal expliquée, et dans un site sacré pour les Bretons, puisque je suis breton. Donc elle avait toutes les caractéristiques du projet qui allait mal se passer. Bon. Mais le programme a continué sous les présidences suivantes. Donc la difficulté de ce programme, c'est que il conduisait à ce qui apparaissait pour les budgétaires de la France, des inspecteurs des finances, comme surabondant. Alors, ma théorie, et vous pouvez essayer de la trouver partout dans les livres, vous ne la trouverez pas, ma théorie, c'est que il n'y a pas de civilisation qui ait réussi à subsister sans une énergie abondante, bon marché et souveraine. Il n'y a pas de civilisation qui ait subsisté en oubliant qu'il fallait une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et le fait qu'il y ait surabondance était en fait quelque chose qui était relativement agréable pour nous, puisque nous vendions de l'électricité à nos pays limitrophes qui n'avaient pas eu cette surabondance. Alors, en particulier, quelque chose qui est complètement oublié, donc je répète de façon régulière, l'Italie a créé 4 centrales nucléaires, ne les a jamais fait fonctionner parce qu'en 1980, ils ont considéré qu'il suffisait de continuer à faire du gaz et à prendre 20% de l'électricité en centrales nucléaires françaises. Donc tout le monde a utilisé la surabondance française, et la surabondance française, finalement, était agréable pour les Français, puisque produisant une électricité à 42 € le mégawattheure, ils le vendaient à 100. Donc ça faisait un peu de bénéfice pour faire en sorte que... Et cette surabondance a été prolongée, était prolongeable, avec ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez l'uranium 238 et que vous le transformez en uranium 235 pour fabriquer de l'électricité, il vous reste un uranium à la sortie qui est 235, qui continue à être actif, et tout l'effort des physiciens français dont je suis a été d'essayer d'utiliser cet uranium appauvri, ce déchet, pour refaire de l'énergie. Alors, il y avait ça, le plutonium, thorium, peu importe, mais on était dans l'utilisation des déchets. Et les antinucléaires considéraient qu'il y avait là un danger et ont conduit ce programme à disparaître en 1997 avec le discours de Lionel Jospin, Gauche plurielle, 1997, 16 juillet 1997. On arrête les réacteurs à neutrons rapides. Alors, la phase ultérieure est bien celle-là, c'est-à-dire que nous allons avoir des réacteurs à neutrons rapides, toute la technique que nous avons eue avec Superphénix et maintenant en Chine, en Russie et aux États-Unis, et il y a des réacteurs à neutrons rapides qui existent, et donc nous allons peut-être faire nos réacteurs à neutrons rapides, mais peut-être pas, et peut-être on va les racheter de façon à utiliser au mieux les résultats de nos techniques. Bon, donc on avait un cycle complet avec le nucléaire. Ce cycle complet avec le nucléaire a été arrêté par l'antinucléaire et a arrêté aussi de cette façon la suite d'un programme nucléaire, puisque nous sommes partis sur la politique et non plus sur la technique, et nous avons fait le programme, nous avons continué le programme dit EPR, et donc l'idée c'était on allait faire France-Allemagne grâce à un programme européen. Et on peut dire qu'on a raté à la fois l'intégration européenne en faisant ça, et on a tout raté. On a tout raté, mais on a raté surtout l'EPR. Donc, on a aujourd'hui, on est dans une situation où les seuls réacteurs que nous avons faits depuis nos réacteurs à nous, ce sont les réacteurs chinois qui marchent bien, le réacteur finlandais qui marche bien, et le réacteur anglais qui est en construction et dont je ne dis pas qu'il marche bien puisqu'il ne marche pas pour l'instant. Et puis nous avons le programme de Flamanville qui a subi les foudres
des antinucléaires et les foudres de l'agence de sûreté nucléaire qui a conduit à retarder avec des tas de circonvolutions techniques qui n'étaient de techniques que de noms qui étaient avant tout politiques. Bon, alors maintenant, que va-t-il se passer pour nous ? C'est-à-dire qu'on est parti dans une mauvaise direction, clairement. C'est-à-dire que la première, c'est que nous avons des centrales nucléaires qui marchent et qu'on peut requalifier sur 20 ou 30 ans. Ce programme de requalification, on y va à petits pas en essayant d'éviter que les antinucléaires nous chient dans les bottes. C'est très compliqué, on ne peut pas être en même temps. On a envie, on n'a pas envie. Donc, en principe, toutes les centrales nucléaires, si jamais on les remet en selle pour encore 20 ans, on peut augmenter de 10 à 15% leur rendement, comme les Suédois, les Américains ont fait. Deuxièmement, on est en train de nous raconter que l'éolien et le solaire vont servir à être les garants de la production électrique pendant qu'on attend les centrales nucléaires nouvelles. Faux. C'est-à-dire, elles sont intermittentes, par conséquent, elles ne font pas ce qu'il faut en temps voulu, donc elles doivent avoir des centrales à gaz à côté. On ne fait pas de centrale à gaz, par conséquent, on ne peut pas faire. Donc ce qui vous est dit est faux, c'est un mensonge technique, et donc il faut faire vraisemblablement, si jamais on ne va pas suffisamment vite sur les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on fait 15 ans au lieu de 18 ans, on peut s'interroger pour savoir est-ce que c'est celle-là qu'il faut faire ou d'autres, centrales trop rapides, et on peut s'interroger pour savoir s'il ne faut pas faire des centrales à gaz pour réussir à faire. Cerise sur le gâteau, on vous dit en même temps, mais on va utiliser beaucoup plus l'électricité puisqu'on va aller sur la voiture électrique et la voiture thermique. Nous, on est actuellement dans une période où on se dit à chaque hiver, est-ce qu'on ne va pas avoir pénurie? Et pendant le même temps, on vous dit, mais non, vous inquiétez pas, il faut faire des voitures électriques et des pompes à chaleur. Donc tout ça est incohérent. Donc il faut, si jamais on veut faire ça, il faut faire soit des centrales à gaz immédiates, soit se dire les centrales nucléaires, il faut les faire en 7 ans et non pas en 15 ans. Donc on est dans une espèce de circuit de décision qui est visiblement incohérent. Mais la décision la plus incohérente, c'est qu'aujourd'hui, sur le programme nouveau nucléaire qu'on a annoncé il y a 2 ans, il n'y a pas un centime d'argent public qui n'est allé. Pas un centime. C'est-à-dire que tout l'argent qui est dépensé aujourd'hui par les entreprises que je connais, puisque j'en suis un sous-traitant, c'est de l'argent gagné par ces entreprises sur les programmes chinois, finlandais ou anglais, et qui est dépensé parce qu'ils estiment qu'on ira sur le programme nucléaire. Mais il n'y a pas un centime qui va sur le nouveau programme. Donc, il y a essentiellement des paroles et pas des actes. Et je pense que c'est une caractéristique de la situation actuelle, c'est que on veut parler, on veut faire plaisir, on veut préparer, on prépare on ne sait pas quoi, mais il n'y a pas d'acte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acte réel, ni sur le marché de l'électricité, ni sur le nucléaire, ni sur la centrale à gaz, il n'y a aucun acte réel pour que nous soyons sûrs d'avoir une énergie abondante, d'avoir une énergie bon marché et d'avoir une énergie souveraine. Il n'y a pas aucun acte depuis 2 ans. Et donc, pour conclure, Loïc Le Floch-Prigent, on est d'accord, il faut sortir immédiatement, comme les Portugais, comme les Espagnols, de l'ARENH pour... C'est impératif. Pour survivre. Pour survivre, il faut sortir du marché de l'électricité immédiatement et revenir au coût. C'est-à-dire que revenir. Vous avez un coût, très bien, alors on va voir par rapport à ce coût, combien est donné à EDF, et à l'État, aux transporteurs, si vous voulez. Alors vous allez passer vraisemblablement de 50 ou de 42 à 72, 73. Mais c'est mieux que 350. C'est mieux que 150. Bon, là vous avez aujourd'hui des gens qui, dans l'industrie, ont vu leur note augmenter à tel point qu'ils disent on va mettre la clé sous la porte. Et moi, pour la première fois de ma vie, puisque je suis industriel depuis 60 ans, pour la première fois de ma vie, il y a des gens qui viennent me demander des avis, et je leur dis, dans l'état où vous êtes, il faut que vous réduisiez au maximum votre production en France et vous déménagiez une partie de votre production à l'étranger, dans n'importe quel pays.
Allemagne, Suisse, n'importe quel pays. C'est pas dans un pays exotique. Il suffit de traverser. Et moi, j'ai une entreprise qui est à Besançon et les Suisses viennent me dire mais pourquoi tu restes là? On te donne un terrain, on te donne ça menace. C'est-à-dire, j'ai passé 60 ans de ma vie à défendre l'industrie française. Alors, j'ai du mal à me dire, là, je vais être le premier à franchir le Rubicon et aller de l'autre côté parce que le gouvernement me le demande. Or, je considère qu'à chaque fois qu'on me pose des dictats gouvernementaux, on me dit Loïc, déménage. C'est ça qu'on me dit, déménage. Je trouve ça irritant parce que je n'ai pas envie de déménager. Je suis chez moi, j'ai envie de rester là, j'ai envie de faire de l'industrie française, j'ai envie de faire. Mais c'est ahurissant, ahurissant. Les derniers, c'est un crève-cœur pour moi que de voir des jeunes qui ont envie de faire l'industrie française, qui ont 40 ans, qui sont là et qui viennent me voir en disant on ne peut plus. Ben oui, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, effectivement, puisque on ne vous donne pas de visibilité. Mais sachez qu'un type qui aujourd'hui a eu un contrat énergétique, qui est obligé de le prendre parce que Madame Vargon lui a dit il faut prêt, autrement tu n'as pas droit au marché spot. Il a pris le contrat au 1er janvier 2023. Il a pris. Bon, maintenant, il voit partout que ça va diminuer. Et il a le contrat sur 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il a un alinéa sous le contrat qui est estampillé par Madame Vargon, qui lui dit si jamais tu t'en vas, tu paies 120 000 ou 250 000 balles. Il ne les a pas. Donc il ne peut pas partir. Donc il est pieds et poings liés pendant 3 ans. Et c'est à ces mecs-là qu'on dit mais vous inquiétez pas, en 2026, tout va bien. 2026 c'est loin. C'est loin. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, les restaurateurs, mais pour moi, 2026, c'est très loin. Je ne sais pas où je suis encore à cette période. Moi, j'ai envie de survivre pendant les années qui viennent et les mois qui viennent. Chaque mois est une épreuve. Voilà. Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu. Ah non. Mais prenez le combat de l'énergie. Le combat de l'énergie est un vrai combat. C'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour la vérité des prix. La vérité des prix. Loïc, il m'a été dit dans toutes les conversations et les discussions que j'ai pu avoir avec les ministres et d'autres personnes, 2 choses. Puisque tu as abordé l'histoire de l'Espagne et du Portugal. Nous sommes bretons tous les deux du même patelin. Alors, donc, on m'a dit l'Espagne et le Portugal n'ont pas quitté parce qu'eux ne faisaient pas partie de ce deal, s'approvisionnant déjà dans les pays du Maghreb. Première question. La deuxième question, c'est... Alors, si jamais c'est le cas, cher Didier, alors il n'est pas européen, donc on oublie. Non mais c'est la question qui m'a été répondue. Ils ont forcément tort. Soit le marché est européen, ils sont dedans, soit ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas européens, donc il est tranquille. Parce que l'Europe, c'est un traité avec une commission, etc. C'est-à-dire, c'est complètement idiot. Comme réponse, c'est complètement idiot. Mais c'est pas grave. Je ne dirais pas mais c'est la réponse que tu as eue. Mais le nombre de réponses idiotes que j'ai est incommensurable aussi. La deuxième chose, parce que nos adhérents, ils ont besoin de savoir dans toutes les discussions et les négociations qu'on a menées, et Dieu sait si ça a été dur, on m'a dit voilà, si on quitte tout ça et si on fait ça, on va se fâcher avec l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est eux qui financent notre dette. Donc c'est un marché en fait du marchandage, mais surtout du chantage. À ce moment-là, qu'ils le disent aux citoyens. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, parce que moi, si jamais... Écoutez, moi aussi, en tant qu'industriel, vis-à-vis de mes amis allemands, je peux aussi être en chantage sur un certain nombre de sujets. Donc, si jamais, collectivement, nous avons un chantage émanant de l'Allemagne, regardons ça en trompe, si je puis dire. Excusez-moi, mesdames, mais bon, et puis on va voir ce qu'on est capable de faire. Enfin, moi, lorsque les gens de Bavière viennent me voir en disant, bon, si jamais on rachète la centrale nucléaire de Bavière au gouvernement, à ceux qui la possèdent, est-ce que tu nous aides à la remettre en route? Je dis oui, c'est ce que j'ai fait. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Enfin, disons qu'ils en sont là aujourd'hui en Bavière, donc ils ne sont pas bien. Parce qu'ils sentent bien qu'avoir une promesse de payer 60 € le mégawattheure parce qu'il y a de l'argent budgétaire qui vient de l'Allemagne sur 1 an ou 2 ans, c'est pas non plus. Alors c'est mieux que nous, parce que nous, on nous dit c'est dans 2 ans qu'on va raser gratis. Eux, ils disent vous allez raser gratis tout de suite. Bon, mais c'est pas extrêmement agréable quand tu es un industriel et que tu investis sur 7 ans à 15 ans, qu'on te dise sur 2 ans ça va aller, après on ne sait pas.
Tu as besoin de visibilité. Donc, moi, je suis capable aussi, vis-à-vis de l'Allemagne, d'avoir le chantage correspondant au chantage qui est fait. Mais on est un pays, non un chien. Il n'y a pas un mec et 2 ou 3 ministres qui dirigent un pays à l'absence de tous les autres acteurs économiques. On est acteurs économiques. Bon, alors ce que je ne comprends pas, et je voudrais on là-dessus, c'est que les organes en principe constitutifs et en relation avec eux, paritaires, financés par le paritarisme, parce que le MEDEF reçoit 30% de ses subsides de l'État et la CEPME 70%, je ne comprends pas pourquoi ils ne réagissent pas sur ce sujet. Parce que, bon, certes, ils reçoivent l'argent de l'État, ok, mais ça ne veut pas dire pour ça, cet argent leur est dû. Donc ça n'a pas de sens que de dire oui, je n'ai pas envie de me fâcher avec l'État. Donc il faut à un moment avoir le courage de dire au peuple, voilà la situation. Si la situation, c'est parce que l'Allemagne nous fait du chantage, résistons au chantage de la façon qu'il faut, mais au moins qu'on le sache. Mais il faut parler. On ne peut pas dire comme ça, dans un couloir, voilà, c'est à cause de l'Allemagne. Moi, je pense que c'est à cause de l'Allemagne. Mais qu'ils me le disent. Je vais les voir. Ils ne me le disent pas. Ils ne me le disent pas parce que moi, si jamais ils me le disent, je balance tout de suite à la presse. Je dis voilà ce qui m'a été dit. Donc ils ne me disent pas. Mais bon, si jamais c'est ça qu'ils me disent, je le dirai. Et je considère qu'on a les moyens de résister. On a des tas de moyens. On a des tas de moyens de faire. On n'est pas des toutous qui acceptons l'opinion de M. Scholz tous les jours. Et à l'intérieur de l'Allemagne, on a un jeu. C'est-à-dire qu'on a les Verts, on a les libéraux et on a les sociaux-démocrates. Bon, il y a des gens qu'on connaît un peu mieux que les autres et qu'on est capable de faire réagir à l'intérieur de la coalition. On n'est pas des nains politiques. On a connu d'autres. Donc voilà. Donc merci Didier de me dire ça parce que ça me permet de réagir. Bon, voilà, mais je vais finir par vous embêter en disant. Mais je suis pas Don Quichotte. Hein. Je veux arriver à la solution. Et là, pour l'instant, je suis arrivé à une première solution qui est que Monsieur le maire, comme l'ensemble des ministres, comme le président de la République, dit il faudrait que le prix corresponde au coût. Alors ça, je suis arrivé à ça. Ils n'ont pas dit, mais simplement, c'est un mot et derrière, il n'y a rien. Donc je veux arriver non pas à la parole, mais à l'action qui est derrière. Et l'action qui est derrière, j'espère y arriver, grâce à tout le monde, et grâce à vous en particulier, qui allez relayer, j'espère, la session. Merci Loïc Le Floch-Prigent pour cette mise au point.